Rupture entre le Burkina Faso et la France n'est pas un événement isolé. En réalité, elle s'inscrit dans une continuité historique, en réalité, de tensions entre les deux. En fait, c'est pas une question de Oui, non, partenariat d'égal à égal, c'est pas une partenariat. En fait, d'influence, moi, je pense que c'est une question d'efficacité et du concret. Elle a nommé un médiateur en la personne dédiée à l'AES, en la personne de Lansana Kouyaté. Il y a des discussions bilatérales qui se mènent. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le statu quo. On voit pas forcément les choses avancer, Bassem Laredj. oui, donc pour revenir effectivement sur ces lignes rouges, je pense qu'il y a l'une des plus importantes, c'est l'ingérence politique, comme ça vient d'être soulevé effectivement. Et les États de l'AES n'accepteront plus en réalité, dans un cadre régional, notamment avec la CEDEAO, qu'une organisation en tout cas être internationale ou régionale, puisse leur imposer un calendrier politique et des choix institutionnels ou des orientations stratégiques qui correspondent pas à leur propre vision nationale. Et donc en voilà toute la problématique liée à la question du rythme de la transition politique qui a été annoncée et qui, pour les États de l'OAS, doit rester dans le cadre d'un agenda, Et vous purement, pensez qu'aussi du côté de national. la CEDEAO, on navigue à vue, il n'y a pas franchement de cap précis, défini vis-à-vis de l'AES qui est confronté à de graves problèmes sécuritaires? Il y a Oui, parce des que rapprochements bilatéraux, c'est vrai, mais on ne voit pas une cohérence en matière de coopération, par exemple sécuritaire, avec des garanties offertes à ces pays sahéliens aujourd'hui pour rétablir la confiance. oui, on voit que les États de la CEDEAO ne parlent pas d'une seule voix. En réalité, chacun également a ses propres intérêts personnels, je dirais, et nationaux. Donc, ce qui explique peut-être le rapprochement entre certains États de la zone avec les États de l'OAS et un rapprochement moindre avec d'autres États. Et donc, juste pour finir ça par rapport à cette ligne rouge que les États de l'AES considèrent aujourd'hui comme intraitable, je dirais indiscutable, c'est notamment la question des alliances internationales. Et les États de l'AES refusent aujourd'hui qu'on leur impose le choix de leurs partenaires étrangers. Ils veulent avoir cette liberté de pouvoir développer leur coopération, bien évidemment avec les États de la région et les États occidentaux, mais également avec des États comme la Russie, la Chine, la Turquie, les monarchies du Golfe, etc. Donc on voit que ça a été également un cap qui a été traversé, quand il n'y a pas de retour possible en arrière, je pense, par rapport à cette question. Il y a également la question de l'architecture sécuritaire par rapport aux pays de l'AES. Les États de l'AES désormais souhaitent avoir une politique sécuritaire déterminée par les intérêts nationaux et établie par les États sur le plan local et ne pas se voir imposer une Alors architecture la sécuritaire question aussi qui imposée peut depuis être l'extérieur. soulevée par rapport au nouveau partenaire Abdelkarim, c'est la marge de manœuvre des pays de l'AES à côté de ses partenaires. On voit que les réunions se multiplient entre les chefs de la diplomatie de l'AES et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il y a une réunion qui s'est tenue d'ailleurs le 8 juillet. Et ce que l'on observe, c'est une convergence diplomatique, en fait, du cap en ce qui concerne les caps diplomatiques de ces pays. On voit la rupture avec la France et on sait qu'effectivement la Russie entretient des relations extrêmement tendues en raison du contexte de guerre en Ukraine. Est-ce que justement il y a une forme de mimétisme de la part des pays de l'AES face à leur allié russe? Non, je ne pense pas que c'est une forme de mimétisme, c'est plutôt une forme de repenser leur stratégie, renforcer leurs capacités et montrer qu'ils ne sont pas seuls ni isolés. Si aujourd'hui on a beaucoup reproché à la Russie d'être absente parce qu'elle était occupée avec la guerre en Iran, elle était occupée avec la guerre en Ukraine, donc on a toujours reproché peut-être à ses partenaires et à ses alliés de ne pas être suffisamment présents pour pouvoir aider ces États qui font face à une recrudescence de la guerre contre le terrorisme et surtout aussi guerre contre les indépendantistes, parce que c'est deux choses différentes, il faut le reconnaître, même si ils ont une alliance inacceptable entre eux. Maintenant, je pense que ce n'est pas les pays de l'AES qui sont en train d'organiser ça, mais je pense que c'est plutôt à la Russie qu'elle est en train de revenir en force, être visible, montrer qu'elle est là, qu'elle est en train de soutenir les États, qu'elle n'a pas abandonné le terrain et que la Russie envoie aussi des signaux de manière indirecte, hein, comme vous dites, à tous ces puissances ou organisations un peu parallèles qui déstabilisent ces zones-là pour dire que voilà, qu'elle est là et qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle défend aussi
cette zone où elle a un peu, qu'on peut dire, le partenariat exclusif pour l'instant. Moi, je pense que alors justement, on parlait de ligne rouge, mais est-ce que les pays de l'AES situent la ligne rouge entre l'influence que peut avoir la Russie dans cette région, notamment l'influence diplomatique, et le partenariat d'égal à égal? en fait, il n'y a pas d'influence. Ah, pardon. Oui, allez-y, Oui. allez-y. Ouais. En fait, c'est pas une question de Oui, non, partenariat d'égal à égal, c'est pas une partenariat. En fait, d'influence, moi, je pense que c'est une question d'efficacité et du concret. Alors, juste sur la question de l'efficacité et du concret, allons-y. Ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est aussi la Russie, la crédibilité de la Russie. Si la Russie n'arrive pas à aider le Mali, le Burkina et le Niger à vraiment combattre les terroristes et essayer de sécuriser le pays, c'est que la Russie elle-même devient inefficace. On va la remplacer par un autre État, la Chine ou je sais pas, l'Inde, ou on peut la changer. Hein. Ce n'est pas un acquis définitif. La Russie aussi est sur la sellette dans le sens où elle doit faire preuve de son efficacité. Aujourd'hui, les États du Sahel ne sont pas allés vers la Russie par amour pour la Russie ou parce qu'ils adorent la Russie, parce qu'ils veulent de l'efficacité. C'est aussi simple et clair et net. Si la Russie ne peut pas apporter ce que la France, les États-Unis et les autres partenaires n'ont pas apporté, elle va être systématiquement remplacée par d'autres partenaires qui apporteront la solution. Moi, je pense qu'on est dans un monde où il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts et de l'efficacité qui comptent. Donc, les gens ne sont alors, pas juste sur ce qu'apporte justement la Russie, Bassem Larredj, c'est vrai qu'il y a une promesse aussi en faveur d'un renforcement du partenariat. Hein, c'est l'objectif de ces réunions qui se tiennent de manière assez récurrente, mais il y a aussi une promesse d'assistance technique, d'équipement, de soutien aussi à la force militaire conjointe de l'AES. Mais pour l'instant, sur la table, il n'est pas question de renfort militaire humain russe pour soutenir la lutte contre le terrorisme. C'est sans doute peut-être le plus essentiel quand on voit le contexte actuel au Mali, confronté à cette offensive du JNIM et du Front de libération de l'Azawad. Sur cette question justement des renforts humains, est-ce que la Russie pourrait se démarquer des partenaires traditionnels en amenant plus d'hommes sur le terrain? Pour l'instant, Africa Corps, l'ex-Wagner, c'est quelques milliers d'hommes seulement. Oui, non, d'abord, il faut rappeler que ce rapprochement entre les États de l'AES et la Russie répond d'abord à une convergence d'intérêts pour l'ensemble des partenaires. Pour les États de l'AES, il s'agit effectivement de diversifier leurs alliances, notamment après la dégradation des relations avec les puissances occidentales et notamment la France. Et pour la Russie, de son côté, il s'agit de renforcer son influence dans une région stratégique. Et donc, la Russie apporte d'abord, je dirais, une offre politique différente par rapport à ce que les États de l'AES avaient avant. Un discours centré sur la souveraineté, la non-ingérence, donc c'est le respect bien évidemment des choix nationaux. Et donc, c'est un discours qui répond en réalité à la demande des États de l'AES aujourd'hui. Et pour revenir quelles sont les retombées concrètes pour les populations au-delà des discours souverainistes je parle du discours, qui correspond au cap fixé par les dirigeants de l'AES, mais quelles sont concrètement les retombées concrètes pour les populations? Ça, c'est une question essentielle, Abdelkerim, qui fera probablement la différence sur le terrain aussi. Juste pour terminer, Samantha, j'avais pas terminé. Par rapport à ça, il y avait effectivement la question sécuritaire, et ça rejoint votre question. La Russie était censée apporter une réponse sécuritaire efficace que la France, notamment, n'avait pas réussi à apporter aux États de la région, notamment en matière de lutte contre la menace terroriste dans la zone. Mais en réalité, il ne suffit pas de remplacer un État par un autre État pour garantir cette stabilisation et garantir également le retour à la souveraineté nationale. Et ça repose également la question, c'est pas parce qu'on a remplacé la France par la Russie que finalement la réponse militaire à elle seule va être efficace. La réponse militaire française était inefficace parce que le problème qui se pose dans cette région, et je reviens à cette problématique, dépasse juste la dimension sécuritaire. C'est une dimension qui inclut plusieurs éléments, et c'est la même situation par rapport à la Russie. Et ça sera la même chose par rapport à la Chine, si c'est demain la Chine ou les États-Unis. Une réponse purement sécuritaire sera toujours insuffisante pour régler ce problème qui se pose au Sahel.
Abdelkrim, qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette présence russe au Sahel, la présence d'Africa Corps, l'ex-Wagner, dans la mesure où il n'est pas question de renforts militaires humains? Est-ce que c'est principalement l'exploitation minière, les mines d'or, les mines d'uranium dont les richesses sont largement exportées finalement, s'échappent des pays sahéliens? L'objectif de l'arrivée de la Russie, ce n'est pas que la Russie envoie des légions russes pour venir libérer les pays de l'État du Sahel. Ce n'était pas ça l'objectif, ni les accords qui ont été faits. L'accord et l'objectif était de renforcer la capacité des armées de ces pays afin de pouvoir affronter et être efficaces sur le terrain. Et quand on regarde depuis le début jusqu'à maintenant, on voit très bien que justement, là où ces armées étaient sous-armées, inefficaces, sous-entraînées et qui n'ont pas les moyens suffisants pour assurer leur rôle de garde, de protection du territoire, on voit très bien que l'armée, qu'il soit malienne, burkinabé ou nigérienne, ont monté en puissance en termes de capacité militaire. Ils ont eu des formations. La Russie doit envoyer plutôt des formateurs qui doivent transmettre le savoir-faire et la technologie à ces armées-là. Nous devons plutôt être vraiment dans la vision que on n'attend pas un libérateur. Les États de l'AES n'attendent pas un libérateur, ni les Africains n'attendent pas un libérateur. Maintenant, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que la Russie apporte un soutien logistique et technique important, mais sans renfort militaire humain, est-ce que les armées sahéliennes pourront endiguer la Russie n'a pas le rôle ni de la France. Mais pourquoi on demande à la France de faire sortir ses bases militaires de l'Afrique? Pourquoi on demande que l'armée française de quitter? C'est parce qu'on ne veut plus... Non, c'était la même problématique à l'époque en fait, avec la France et les forces ça ne sert à rien. militaires européennes qui étaient aussi déployées. Samantha, ce qu'on dit, c'est quoi? On a dit qu'on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre. C'était pas ce qu'il s'agit. Tout ce qu'on demande, c'est que ces États, qu'ils soient la Russie, la France, les États-Unis, la Chine ou l'Inde ou autres, ne puissent pas venir combattre à la place des soldats de l'AES. Ne viennent pas faire le travail des soldats de l'AES. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces États puissent aider nos États à bâtir une armée solide, capable, bien équipée, bien renseignée, avec des outils technologiques qu'il faut, et un accompagnement vers ce souverainisme de la sécurité. Parce que tu es souverain, mais quelqu'un d'autre assure ta sécurité, tu n'es plus souverain. Alors vous soulevez une autre question, sans le soutien militaire de la Russie, que deviennent les armées sahéliennes? Mais le soutien est demandé à tout le monde. Même les États-Unis soutiennent l'Europe avec l'OTAN et tout ça. S'il n'y avait pas le soutien des États-Unis, les pays européens sont complètement exposés. On est d'accord là-dessus. Bassem Laredj, voilà, s'il n'y a pas le soutien de la Chine et de la Russie, l'Iran ne peut pas se défendre. Donc le soutien, c'est normal. Mais il faut pas qu'on fasse comparer les armées européennes avec les armées des États du Sahel. Là, bien évidemment, il y a une différence fondamentale en termes de puissance militaire, de capacité et de compétences. Ça, c'est une réalité. Oui, mais maintenant, effectivement, 70 ans de coopération, finalement, ne servait à rien dans ce cas-là. Parce que si pendant 70 ans, après les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas réussi à avoir des armées fonctionnelles. Après 70 ans d'indépendance par rapport aux 50 ans, ça dépend des États. Les États africains, le fait ils n'ont pas réussi à développer leur propre armée nationale pose problème. Ça, c'est une question également qui pose différentes questions, notamment sur les choix qui ont été faits par ces États de garantir leur souveraineté. Est-ce qu'ils ont fait l'effort nécessaire pour développer leur propre armée nationale, de créer la cohésion nationale après 50 ans d'indépendance? Il y a également une responsabilité locale qui doit se poser. Ce n'est pas juste la faute des États étrangers. Maintenant, par rapport, il y a une réalité aussi. Je pointe la faute de ces États. Juste pour finir, moi, je pointe la il y a faute également de ces États. Il y a également une réalité géographique qu'il faut soulever par rapport à ces États. C'est des États dont l'espace géographique est énorme. Et pour n'importe quelle armée nationale, c'est difficile de sécuriser son territoire. Ça, c'est un élément qu'il faut mettre également en avant. Et c'est pas quelque chose de facile pour n'importe quelle armée de la région. Maintenant, la coopération avec la Russie, comme ça a été dit par mon collègue, effectivement, ça a apporté une certaine amélioration, je dirais, sur le plan matériel par rapport à ces armées, notamment sur le plan de la formation, des livraisons d'armes. Effectivement, il n'est pas demandé aux armées étrangères de remplacer les armées
nationales et locales pour la défense et la sécurisation de leur territoire. Et ce qui pose également une nouvelle question, c'est par rapport, et on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, le choix qui a été fait du tout militaire et du tout sécuritaire pour le règlement de cette crise qui se pose au Sahel. Effectivement, l'aspect sécuritaire est fondamental. L'armée doit mener des opérations contre les groupes terroristes qui menacent la sécurité de la nation. Mais parallèlement à ça, il y a une autre politique sociale, politique et d'intégration des territoires périphériques Non. qui doit être menée par ces En fait, États pour limiter finalement la menace terroriste et tuer dans l'œuf, comme je le disais tout à l'heure, tous les ingrédients qui nourrissent le terrorisme. je reprends encore. Moi, je respecte ton point de vue là-dessus, mais moi, je pense que la responsabilité de l'état actuel des choses est du fait que maintenir des États vulnérables qui ont toujours besoin de la présence de ces États, de ces puissances, est aussi alimenté par ses propres puissances parce que ces puissances ont compris que ces États, s'ils ont déjà leur armée, ils ont déjà tout ce qu'il faut, ils n'auront plus besoin d'eux. Cette vulnérabilité a été entretenue. C'est exactement la même chose sur la question Non, non, des ressources bien minières. évidemment, on est d'accord sur ce point. Non, je vais aller jusqu'au bout. C'est exactement la même chose sur la question des ressources minières. Aucun de ces partenaires n'a aidé nos États à pouvoir bâtir des industries extractives et des industries de toute la chaîne industrielle depuis jusqu'à la transformation de ces produits sur place. Tout a été fait que nos Non, États ne deviennent juste mais des... Non, mais ce que l'on observe, on ce est que l'on d'accord sur ce observe en point. tout cas au Mais Sahel, ce que l'on on est d'accord observe, sur ce point, mais je pense que ce que ces l'on États observe devaient... au Sahel, Pour les Abdelkérim, armées, ce que l'on oui. observe Non, au si on parle Sahel, tous en c'est même que temps, la on va pas plupart des s'entendre, ça va être partenaires, compliqué. des nouveaux partenaires aujourd'hui, conditionnent leur aide, Non, conditionnent leur aide en tout cas à l'exploitation des ressources minières. non, c'est deux choses Les nouveaux différentes. partenaires Non, parce que s'investissent sur le plan sécuritaire au Sahel, peut-être dans d'autres pays du continent en africain, fait, en échange Il faut d'exploitation pas minière. oublier pourquoi que ils sont chaque grande arrivés en puissance échange? qui Pourquoi ils intervient ont dans utilisé cette la zone a méthode son d'échange, propre des méthodes d'échange agenda géopolitique. parce qu'ils ont utilisé cette méthode d'échange parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce qu'en face, on leur a mis toutes les barrières possibles. Ces États ne pouvaient pas acheter du matériel militaire sans les accords d'autres États. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont coupé les relations diplomatiques, ils ont renvoyé ces États. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on ne vous donne pas l'accès à ces technologies, à ces ressources, à ces finances. On fait, c'est comme que tous les États ont fait. Ça veut dire qu'on a des ressources. Vous avez des technologies, vous nous donnez les technologies, on vous donne les ressources. Ça, c'est du troc, ça s'appelle, le monde a toujours fonctionné comme ça. On ne peut pas venir reprocher au Burkina, reprocher au Mali ou au Niger d'avoir utilisé ces méthodes parce que de l'autre côté, on est en train d'essayer de les bloquer, les asphyxier afin qu'ils puissent ne pas pouvoir faire cela. Moi, c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est toujours comment on doit faire pour que nos États ne dépendent ni de la Russie, ni de la France, ni des États-Unis, ni de qui que ce soit. L'objectif, Alors, c'est ça que m'amène à cette dernière question pour arriver à conclure, cela. Abdelkérim. La diplomatie de l'AES, la diplomatie d'Ibrahim Traoré, puisqu'il est le chef de l'Alliance, est-elle un facteur de division des pays sahéliens? Non, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en réalité, effectivement, il y a cette alliance stratégique entre les États du Sahel, notamment sur le plan sécuritaire, et cette revendication d'autonomie qui est mise en avant par les trois États membres de cette alliance. Mais parallèlement à ça, effectivement, chaque État a son propre agenda national. Et effectivement, ce n'est pas parce que le Mali a des relations tendues aujourd'hui avec l'Algérie que cela empêche le Niger ou le Burkina Faso d'avoir d'excellentes relations avec l'Algérie. Parce que chaque État, effectivement, est en train de penser par rapport... C'est la réelle politique, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Chaque État pense à ses propres intérêts. Et dans ce cadre-là, il est fondamental pour l'ensemble des États, en réalité, du Sahel, de développer des relations amicales avec l'ensemble des États de la région dans leur propre intérêt, effectivement. Puisqu'en multipliant les partenaires, ils vont bénéficier finalement d'offres de services différentes qui ne peuvent qu'aller à leur avantage. En réalité, je pense que c'est une stratégie qui va dans ce sens. Et la politique du président du Burkina Faso aujourd'hui va dans ce sens. Donc une volonté de se rapprocher avec les États de la CEDEAO, comme on l'a dit tout à l'heure, mais également avec l'Algérie pour défendre les intérêts du Burkina Faso et pour s'offrir en réalité une plus grande marge de manœuvre, de négociation, notamment avec d'autres partenaires étrangers. C'est la même chose pour le Niger. Le Mali, effectivement, il est dans une situation un peu plus complexe, je dirais, dans ses rapports
régionaux, ce qui les isole peut-être un peu plus dans le cadre de cette alliance de l'AES. Mais après, il ne faut pas préjuger de l'avenir, et notamment par rapport au rapport avec l'Algérie, qui finiront, à mon avis, à un moment donné, par se stabiliser, parce qu'il y a une réalité Est-ce qu'on peut géographique. parler en conséquence d'un cap diplomatique commun au sein de l'AES, Abdelkarim? En Ça fait, dépend des sujets. En fait, ils sont obligés d'aller vers une convergence diplomatique, tout en gardant justement ces socles d'autonomie aussi, comme Lared l'a dit tout à l'heure, Bassem Lared. Ce n'est pas parce que le Niger a des problèmes avec tel pays que tous les autres vont tout de suite systématiquement. Les réalités sont différentes, les conflictualités sont différentes, mais tous les pays de la sous-région sont condamnés à vivre ensemble, quelle que soit la situation. Donc, je pense que ces difficultés-là seront réglées, parce que je ne vois pas comment l'Algérie va se permettre d'avoir un grand pays voisin du Sud avec lequel il doit être en bruit pendant plus de des années. C'est pas possible, ni dans l'intérêt du Mali, ni dans l'intérêt de l'Algérie. Et deux, qu'il soit les projets économiques de l'Algérie, Africa Gateway, ou des projets subsahariens que l'Algérie a, le fait de vouloir investir en Afrique subsaharienne, s'orienter maintenant plus vers l'Afrique que vers l'Europe, je pense que l'Algérie est aussi amenée à être un des pays leaders de l'Europe. Donc, ces pays doivent donner l'exemple d'ouverture, l'exemple d'apaisement, et faire en sorte que si l'Algérie est incapable d'unir le Sahel et le Maghreb, comment l'Algérie pourra participer à l'unité africaine? Vous voyez? Et si l'AES est incapable de faire la paix avec l'Algérie ou d'autres pays en conflictualité, comment l'AES pourrait régler les problèmes du Sahel avec tous les pays d'Afrique? Donc chacun a ses propres responsabilités. Merci Abdelkarim. Juste pour revenir sur cette question, effectivement, je pense que l'Algérie a un rôle central à jouer par rapport à sa position géographique, stratégique et sa puissance économique dans la région et ses frontières qu'elle partage avec l'ensemble effectivement des États maghrébins, mais également avec un certain nombre d'États sahéliens. Et la nouvelle stratégie algérienne, effectivement, d'orientation vers cette zone rentre dans ce cadre de rapprochement et de renforcement de la coopération sud-sud, notamment sur le continent africain, et ce qui est quelque chose de fondamental pour garantir cette autonomie, notamment africaine vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, un certain nombre d'États pivots africains peuvent jouer ce rôle de mobilisation et de renforcement de la coopération sur le plan régional qui est fondamental. Et donc, peut-être, effectivement, cette nouvelle stratégie algérienne va mener progressivement le Mali, je pense, à revenir à un rapport plus serein avec l'Algérie, parce que ça va de l'intérêt de l'ensemble des États de la zone. Le cap diplomatique de l'Alliance des États du Sahel est-il clair? De la rupture consommée entre le Burkina Faso et la France aux récents signaux d'ouverture d'Ibrahim Traoré vers la CEDEAO, en passant par le rapprochement stratégique majeur avec Moscou. Quel est le véritable plan de route? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, le choc des blocs.